Bonjour, bienvenue dans Fais voir ta région. Aujourd'hui à l'honneur, Vision du réel. Le festival a dévoilé sa programmation. On découvrira et on vivra ce festival du 4 au 13 avril. La directrice artistique du festival sera avec nous. Une autre manière de voir le monde et de le raconter, c'est avec le Photoclub de Gland qui vit actuellement sa 28e exposition. Exposition à voir au Théâtre de Grand-Champ. Je suis contente de vous voir. Je vous installe ici, comme d'habitude. Fais voir ta région, c'est parti. C'est jeudi, c'est culture, on s'amuse. Vous connaissez la chanson. On commence cette semaine avec Vision du réel qui prendra ses quartiers pour sa 56e édition du 4 au 13 avril. Avec une programmation qui réunit 154 films et 88 premières mondiales. On fait le contour de cette édition avec la directrice artistique sur le plateau, Émilie Bugès. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Moi aussi. C'est le printemps à chaque fois, c'est notre petit rendez-vous de l'année où les beaux jours reviennent. Une présentation qui a eu lieu hier soir où vous avez présenté cette édition au public. Comment ça s'est passé, Émilie? Très bien, il y avait plein de monde. On est très heureux de pouvoir les retrouver, commencer. C'est un peu la façon d'amorcer l'édition finalement de cette année. Oui, parlons justement de cette édition. Vous allez ouvrir les festivités avec un thriller scientifique suisse, Blame, de Christian Frey. Dites-nous en plus. Alors, Christian Frey est déjà grande figure du cinéma suisse. Effectivement, on avait reçu son film précédent en compétition il y a quelques années. Ça s'appelait Genesis 2.0. Et là, donc, effectivement, c'est une... On s'embarque en Chine avec des scientifiques qui s'intéressent depuis longtemps à la façon dont les coronavirus sont véhiculés de l'animal à l'homme, en l'occurrence la chauve-souris. Et puis le coronavirus arrive dans le film et donc le Covid-19 et toutes les problématiques qui sont liées à ça et la question évidemment de d'où vient le virus. Et c'est vraiment le cœur du film. Oui, et là, vous aurez peut-être la réponse. On va rentrer un petit peu plus en détail dans cette programmation avec vous. C'est beaucoup de films. Je crois qu'il y a 7 personnes, justement, qui vous accompagnent pour sélectionner, justement, toute cette panoplie. Des films qui sont de plus en plus nombreux. Comment vous faites pour les sélectionner ? Alors donc oui, effectivement, 6 personnes. On a rajouté une personne cette année parce qu'on avait eu une augmentation très forte des inscriptions l'année dernière. Ça a continué cette année à augmenter. Donc cette année, 3487 films on a reçu. Le comité de sélection fait un premier tour, c'est-à-dire qu'ils font une présélection. Ils vont voir ces 3400 films et choisir ceux qu'on va considérer ensemble. Et puis on se retrouve 2 périodes à Nyon pendant en gros 4 semaines où on va vraiment travailler pendant 12 heures par jour et visionner des films toute la journée et débattre. 3400 films, c'est vrai que c'est des films, des chiffres qui donnent le tournis, pardon. Je crois qu'il y a aussi beaucoup plus de films suisses. Les chiffres là aussi sont en augmentation. Alors ça varie vraiment d'une année à l'autre parce que c'est vrai qu'on en a un nombre plus ou moins fixe dans les compétitions et puis après il y a tout ce qu'il y a autour et on est toujours très content de pouvoir représenter. On est un festival évidemment très international mais en même temps c'est intéressant pour nous de représenter la Suisse et d'offrir une plateforme pour la Suisse en Suisse pour lancer les films. Est-ce que ça veut dire qu'on parle plus de la Suisse ? Ça veut dire en tout cas, je pense, qu'on ménage un espace et puis qu'on connecte la Suisse en Suisse avec les autres, puisqu'on a beaucoup d'internationaux qui viennent. Donc c'est l'idée vraiment de créer une sorte de petite plateforme, de petit espace où tout le monde va se rencontrer, où la Suisse va aussi rencontrer ses pairs et l'international pour pouvoir faire voyager les films ailleurs après. Oui, c'est vrai qu'on voyage avec Vision du réel, on rentre dans ce monde du réel avec des thématiques qui reviennent ou pas. Les grandes lignes de cette édition, est-ce qu'il y en a ? Alors bon, il y a toujours un certain nombre de thématiques qui reviennent effectivement. Déjà, la famille, on a vraiment beaucoup de gens qui parlent de leur père, de leur mère, vivants, morts. Ça revient toujours. Tout le monde a des problèmes à gérer avec ses parents. Et puis, on règle ces problèmes familiaux au travers du documentaire ? On essaye, ouais, on essaye. Et nous, vraiment, on se sent comme des thérapeutes. À un moment donné, dans le processus de sélection, quand on en voit plein, à un moment donné, on se dit « Ouh là là !» Tout le monde a des problèmes. Ça a l'air de vous agacer un petit peu. Non, ça m'amuse plutôt. Parce qu'on se dit quoi ? Que c'est impossible de régler ces problèmes familiaux et que du coup, on devrait passer à autre chose ? Non, on se dit que c'est quelque chose qui, internationalement, a du sens pour tout le monde. Je trouve que c'est plutôt ça qui est beau, c'est de se dire c'est un problème où qu'on soit. À côté de ça, il y a toujours évidemment la migration, des guerres. Mais cette année, on a beaucoup de films aussi qui sont scientifiques, qui s'intéressent à comment la science évolue, peut régler des problèmes, peut créer de nouveaux problèmes. Et puis le rapport à la nature aussi.
Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont toujours là, puis d'autres qui surgissent tout à coup dans une édition, et cette année, c'est vraiment ça. Oui, justement, ce complexe mondial qui est aujourd'hui lourd, hein, on est tous un petit peu anxieux, on voit toutes ces actualités qui sont négatives. Est-ce que ça a une influence sur le festival et peut-être la fréquentation où les gens ne veulent plus aller voir le documentaire réel parce qu'aujourd'hui, dans le monde, ça va mal? Bon, ça c'est difficile à dire, je pense, dans le détail. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a chaque année plus de monde, donc on n'est pas, en tout cas, dans une sensation que les gens n'ont plus envie de voir du documentaire. Le documentaire, c'est pas non plus que des choses tristes. C'est ce qu'on défend nous, c'est vraiment une multitude de regards, une multitude de propositions. Donc, je pense que si quelqu'un n'a pas envie de voir un film un peu déprimant, il peut aller voir d'autres choses. Donc, je crois qu'il y a vraiment plein de possibilités dans la programmation pour selon ses envies. Ouais, vos coups de cœur, vos surprises, c'est toujours difficile à dire hein, quand il y en a plus de 4000, quand vous avez avalé et bouffé toutes ces heures de film. J'imagine que refaire aussi l'histoire, c'est difficile de s'en souvenir. Mais s'il y avait, allez, donnez-nous envie comme ça des temps forts, ou en tout cas vos coups de cœur à vous, sans parler de temps forts, parce que tout est à voir ou découvrir, on peut se faire surprendre aussi. Mais vos coups de cœur à vous? Alors moi, j'ai pas de coup de cœur parce que vraiment, je défends toute la programmation et je suis contente de tous les films qui sont là. Mais bon, je suis très contente de nos invités qui, je pense, vraiment sont des gens à découvrir et dont on va présenter des films. Donc ça, c'est toujours une belle possibilité. Je pense si on a envie de se plonger dans la cinématographie de quelqu'un, je suis très contente de ce film d'ouverture. Et puis dans chaque section, je pense qu'il y a certains films qui se singularisent. S'il faut citer par exemple des films qui peuvent intéresser le public de NRTV, j'imaginerais dans notre compétition internationale Iron Winter ou The Mountain of Gold, qui sont des films que je considère un peu comme des films d'aventure, des films dans lesquels on voit, dans un cas, deux jeunes qui gardent des chevaux pendant tout un hiver très, très, très glacial en Mongolie. Et de l'autre côté, pour Mountain of Gold, des chercheurs d'or au Niger, donc vraiment des films qui nous embarquent ailleurs et qui nous embarquent dans des destinées loin des nôtres. Vous parliez tout à l'heure de ces invités, on peut peut-être en dire un mot et les présenter. Raoul Peck, qui est-ce ? Alors, Raoul Peck, grande figure du cinéma international. Il a eu un parcours de vie incroyable et c'est vraiment quelque chose qui a une influence très grande, qui a eu une influence très grande sur son œuvre d'une façon générale. Il est vraiment né en Haïti, il a vécu au Congo, il a vécu aux États-Unis, il a vécu en France, il a vécu en Allemagne, à chaque fois dans des contextes politiques très singuliers. Et du coup, son œuvre est vraiment imprégné de ça et de cette envie de présenter des figures un peu alternatives, des figures moins connues qui permettent de raconter des histoires alternatives. Donc voilà, un invité très politique. À côté, un invité roumain, Corneliu Porumboiu. Merci plus de le dire, j'aurais pas réussi. Faut juste, une fois qu'on a chopé le coup, c'est bon. Qui, lui, est dans la comédie un peu noire, qui tourne en dérision son pays dans la période post-Ceausescu. Et puis la troisième invitée, c'est une femme un peu plus jeune qui, elle, s'intéresse beaucoup, qui vient de la photographie et qui s'intéresse beaucoup au corps, aux gestes, à l'intimité, au rapport entre les êtres. Donc vraiment trois invités très différents et c'est le but. Oui, justement, on voyage toujours et encore. Parlons un petit peu des nouveautés, avec un aspect un peu plus éducatif, toujours et encore, que vous avez déjà, hein, c'est aussi votre patte à Vision du Réel, mais la Next Gen, un label dédié aux jeunes de 12 à 26 ans, expliquez-nous. Alors, la Next Gen, c'est un label qui vient englober un certain nombre de nos activités. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités pour les enfants et pour les jeunes. Next Gen, c'est une collaboration avec la Mobilière, qui est notre partenaire principal, qui vraiment est une collaboration qui nous tient à cœur, avec l'idée d'avoir ces activités qui sont dans ce label. On y compte, par exemple, le jury des jeunes, qui est composé pour cette année, mais n'hésitez pas, les jeunes, à venir l'année prochaine. C'est vraiment une expérience super. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune et je trouve que c'est vraiment une expérience hyper importante. Je pense vraiment que ça m'a apporté la vie que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment un moment qui m'a jeté dans le cinéma, quoi. Ouais. Ensuite, il y a un week-end de création vidéo. Il y a la possibilité de participer à Next Generation, qui est en fait une sorte de petit groupe, camp de jeunes de différents endroits de la Suisse qui vont avoir des activités au sein du festival. Et puis, il y a par exemple des films pour lesquels on a demandé une autorisation d'abaissement d'âge, parce qu'il faut savoir que comme on présente des premières mondiales, naturellement, tous les films sont accessibles à un public de 16 ans minimum. Mais nous, on fait la demande pour que certains films qui nous paraissent appropriés puissent être accessibles à des jeunes plus jeunes. Donc, sur notre site, on peut trouver la liste des films qui sont ouverts à des jeunes de moins de 16 ans. Avec une volonté notamment aussi de sensibiliser à une image de qualité. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on sait que ces jeunes aujourd'hui, ils sont spammés d'images tout au long de leur journée, notamment au travers des réseaux sociaux. C'est quoi la valeur éducative et comment les sensibiliser justement à cette image de qualité ?
La question pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on voit des films aujourd'hui? Et on sait que les gens ne vont pas énormément, pas suffisamment, clairement, au cinéma, même si on est meilleur en Suisse romande qu'en Suisse allemande. Et puis que les jeunes ne regardent plus vraiment la télévision. Donc, que regardent-ils? Où regardent-ils? Ils regardent sur YouTube, ils regardent sur les plateformes. Il y a plein de choses qui sont très bien sur ces plateformes-là. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de dire... dans le cinéma, il y a tout ça aussi. Dans le paysage cinématographique, en 2025, il y a une richesse qui est peut-être parfois difficile d'accès ou dont ils n'ont même pas conscience. Donc l'idée, c'est de venir leur dire, comme moi, quand j'ai fait ce jury des jeunes, venez voir ce qui se passe à Vision du Réel, ça vous intéressera ou ça ne vous intéressera pas, mais en tout cas, vous saurez que ça existe. Oui, et puis parlons aussi de cette manière de faire. C'est vrai qu'on a toujours cette idée qu'aujourd'hui, le documentaire se fait avec 3 ficelles. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, parce qu'il y a de très jolies choses qui se font. On voit même l'esthétisme de l'image est chaque fois plus poussé, avec du matériel réduit, des équipes aussi réduites. Mais qu'est-ce que ça dit peut-être aussi aujourd'hui de l'évolution du documentaire ? Je pense que c'est sûr que la technologie permet de faire des choses éblouissantes pour beaucoup moins d'argent que la fiction. Il y a beaucoup de films dans notre programmation qui sont des films qui simplement sont des œuvres de chair et d'énergie et de temps et de gens qui simplement se dédient à ça sans gagner d'argent et qui passent du coup 5-6 ans avec un preneur d'image, un preneur de son à venir régulièrement. On a un film qui passe 10 ans avec un personnage et en fait, voilà, on voit dans le film une caméra, quelqu'un qui fait le son et puis pendant 10 ans, on va venir régulièrement filmer et entre-temps, on va faire d'autres choses. Maintenant, c'est vrai qu'avec la technologie, on peut faire des choses formidables quand même. Donc, c'est vrai qu'on a ce paradoxe en fait d'avoir des films qui sont à la fois faits par des équipes très petites et en même temps qui sont éblouissants visuellement. Un petit mot sur la compétition, parce que j'ai l'impression que parfois on oublie cet aspect-là. C'est un festival, mais c'est une compétition. Qu'est-ce que ça apporte aux réalisateurs? Et je vais peut-être préciser ma question. Une fois qu'on est passé par le label Vision du Réel et qu'on a gagné en compétition, ça nous donne un grade, une crédibilité internationale. Souvent, des réalisateurs l'ont dit d'ailleurs ici sur ce plateau. Mais par exemple, je ne sais pas si on compare ça à des Challenge League. Où est-ce qu'on se situe ou à quel point est-ce qu'on est quand on a gagné un point à Vision du Réel? Comment ça grade? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? Alors déjà, d'être sélectionné, c'est super parce que ça va donner à tous ces cinéastes une visibilité. C'est-à-dire que dès le moment où ils sont sélectionnés, en général, ils vont être contactés par des gens d'autres festivals ou des vendeurs internationaux qui vont leur demander, des vendeurs internationaux qui sont donc des gens qui distribuent dans différents pays des films, qui vont leur demander des liens pour voir les films et qui, voilà. Donc c'est une façon déjà d'être là, en fait. Donc c'est vraiment un gage de qualité, au fait. Absolument, absolument. Et puis après, d'avoir un prix, ça rajoute encore une valeur. Évidemment, ça va déjà donner de la visibilité en termes médiatiques, ce qui évidemment est bon à prendre pour des films qui sont plutôt des films qui ont du mal à exister dans le monde dans lequel on est. Donc voilà, ça va leur rajouter cette valeur-là et ça va leur donner encore plus de visibilité et ça va faciliter leur parcours. Nos films, en général, voyagent énormément. L'année dernière, on avait par exemple 2 films qui étaient sélectionnés pour les prix européens du cinéma. Donc c'est une façon de lancer des films qui ensuite vont pouvoir circuler, avoir de la reconnaissance internationale et puis peut-être que le film suivant, ils pourront le faire dans des conditions qui seront un peu différentes. Ouais, dans de meilleures conditions, on y revient justement. À voir donc et à découvrir ou redécouvrir Vision du Réel pour sa 56e édition du 4 au 13 avril. Et puis toutes les informations évidemment sur leur site internet. Émilie Bugès, directrice artistique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. On continue notre route et direction Gland, cette fois-ci avec le Photoclub de Gland qui présente sa 28e édition à la salle des colonnes du théâtre de Grandchamp à Gland sous la thématique du monochrome. Cette année, on reçoit aujourd'hui 2 invités, Jean-Charles et Petra. Bonjour. Bienvenue, venez seulement. Bonjour. Bonjour, prenez place. Je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cette 28e exposition qui bat son plein, courez à la maison puisqu'elle est encore là quelques jours. On va parler de cette édition. Monochrome, déjà, une thématique, je crois, qui a fait beaucoup débat. Certains avaient un peu peur au sein du comité, d'autres pas. Pourquoi cette thématique du monochrome, Petra, elle a fait tant réagir les membres du Photoclub? Parce que finalement, c'est difficile de se focaliser sur une seule couleur. Et dans un premier temps, on peut penser, monochrome, comment je vais représenter ça? Est-ce que c'est des photos de studio? Est-ce que c'est des photos d'extérieur? Comment, quoi? Et puis le public peut penser que c'est extrêmement ennuyeux, que ça peut être monotone.
Alors, ce qui est surprenant, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a 18 photographes qui ont exposé et chacun décline le thème à sa façon. Il y a des paysages, on va au cœur des fleurs, on va au cœur des légumes, on va au cœur de la matière parfois. Il y a des compositions qui sont extrêmement étonnantes, surprenantes, colorées. C'est vraiment varié et puis je vous encourage vraiment à venir voir. Donc c'est jusqu'à dimanche. Très bien Petra, arrêt sur image. Là, juste ici, justement, on rentre dans cette matière, la vôtre, l'écume. Parlez-nous un petit peu de votre projet. L'écume, eh bien, bon, vous imaginez que le sujet de monochrome m'a taraudé quand même un certain temps. Et puis, j'ai pensé d'abord à, voilà, peut-être des éléments dans un mini-studio, des lignes, du design. Enfin, je voyais ça en blanc. Et puis, j'ai retrouvé le blanc, mais totalement ailleurs. C'est la nature qui m'a parlé. Et c'était un jour de tempête sur la côte Ligure, au sud de Gênes. C'était magnifique, c'est vague. Bon, le cadre est idéal, hein, la Ligure, c'est magnifique, c'est vrai. Mais un mouvement, et puis c'était voilà, une matière comme ça qui se détachait, les vagues qui se fracassaient contre les rochers. Et puis ben, j'ai capté l'écume qui m'a vraiment appelée, et puis voilà, qui m'a dit « je suis monochrome ». Et j'ai fait... En 1 heure, je dirais 250 photos au bas mot. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Certaines photos paraissent totalement abstraites. On dirait parfois aussi de la chantilly, on dirait la lune, on dirait... Enfin, voilà, je vous invite aussi à venir voir. Et bien voilà ces images qu'on voit justement à l'écran. Jean-Charles, on va rentrer aussi un petit peu dans votre univers, un tout autre univers. Mais avant d'y venir, parlons un petit peu de ce photoclub de Gland. Des amateurs qui se réunissent pour partager leur passion, qui vont suivre aussi quelques formations durant l'année. Ce thème, aujourd'hui, comment il se présente et comment il se porte, ce club? Il se porte bien. On a actuellement 38 membres. On essaye d'attirer des jeunes, mais ce n'est pas toujours évident. Donc c'est un club de personnes d'un certain âge, mais avec l'âme jeune. Mais qui vient de partout, hein. C'est ça qui est assez fabuleux, c'est que ces passionnés se rejoignent et tous les membres ne viennent pas de Gland, hein. J'avais entendu qu'il y avait des gens qui venaient d'un peu plus loin. Tout à fait, oui. On a jusque la banlieue de Lausanne qui viennent chez nous. Et non, c'est intéressant. On a un club où, en fait, on n'a pas d'obligation. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait des défis, on se lance des défis. Ça, on peut les faire par Skype pour l'instant. On va changer de système dans peu de temps. Comment ça vous porte, justement, ces défis? Et qu'est-ce que ça apporte? C'est de vous challenger un peu, d'avoir une sorte de compétition sur qui fait la meilleure photo? Ou c'est peut-être de se corriger et d'avoir un regard bienveillant, mais critique du travail de chacun? Alors, ça nous apporte 2 choses. Déjà, il faut qu'on ose montrer notre photo à un public. Alors, c'est toujours à peu près les mêmes personnes. Et puis ensuite, on apprend à commenter les photos. Parce que la personne qui est responsable des défis, chacun son tour nous dit tiens, qu'est-ce que tu en penses de la photo qui est là? Et on doit déjà voir, en général, on est plus ou moins toujours dans le thème, mais après, essayer de voir ce qu'on aurait pu faire de mieux, si éventuellement on aurait pu la passer en monochrome ou changer un peu le cadrage pour qu'elle soit peut-être un peu mieux. Oui, faire une photo peut-être un peu mieux ou pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose des fois d'assez inné ou instinctif. On ne sait pas vraiment pourquoi on déclenche. Il y a quelque chose qui a tapé dans notre œil. Vous, comment vous travaillez, Jean-Charles? Et on va peut-être rentrer un petit peu plus dans votre univers. Il y a quelques photos à vous qui vont aussi s'afficher. C'est notamment des images avec des œufs colorés. On fera un arrêt sur image à partir du moment où elles interviendront. Mais comment vous avez mis justement en scène ces images? Elles vont arriver là sous peu. Au départ, j'étais parti sur des fruits. Donc moi, à la base, je suis photographe animalier, plutôt dans la nature tout seul. Et puis, depuis que je suis au club, on s'ouvre à tout. Donc on est vraiment touche à tout. J'avais commencé avec des fruits pour faire du monochrome. C'était au mois de décembre. Et puis quand on a eu notre première réunion avec notre invité d'honneur, on en parle en décembre, il m'a dit « Ouais, c'est pas mal, mais il n'y a pas d'ombre. » Je dis « non, il n'y a pas d'ombre. » Je l'ai retiré, l'ombre. J'ai fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Puis elle m'a dit, résultat, bien. On les voit, les ombres. Hein. Voilà, elle m'a dit, ça serait bien de faire des photos avec des ombres. Sauf qu'en janvier, les fruits que j'avais prévus, il n'y en avait plus. Donc, je suis parti sur des œufs durs et puis
Les petites figurines qu'on a vues, et puis j'ai fait du studio comme ça. Oui, alors rentrons un peu dans cet aspect technique. Pourquoi l'ombre? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Une texture, une profondeur? Une profondeur dans la photo. C'est vrai que c'est plus logique qu'il y ait une ombre quand on a un éclairage. Oui, et puis ces petits Playmobil, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Je les avais sur mon bureau, donc j'ai dit, tiens, je vais les construire, ça me rappellera quelque chose, et puis on va les utiliser. Oui, je crois que ça parle un petit peu aussi de vos personnalités. Petra, vous connaissez beaucoup mieux Jean-Charles que moi, mais quand vous voyez cette photo, est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez à dire, ça, c'est une photo de Jean-Charles? Alors, oui et non. Parce que je vois qu'il a cherché quand même à représenter le sujet. Comme il dit, il n'y avait plus les fruits. Il y a, comme il vous a expliqué aussi, il est plutôt photographe animalier. Mais par contre, c'est vrai que petit à petit, quand on est au lundi soir, où on présente nos photos qui correspondent à un défi, on reconnaît, après un certain temps, la patte de chacun. Et ça, c'est fabuleux. Chacun a sa patte. Oui, ça veut dire aussi que finalement, ces membres se professionnalisent. Et pour preuve, parce que vous êtes aussi accompagnés. On peut parler notamment pratiquement du finissage qui aura lieu le 23 mars, où vous serez accompagnés, où il y aura une rencontre avec Tania Emmerich, qu'on voit ici justement à l'image. Tania Emmerich, qu'on connaît bien, elle est d'ailleurs plusieurs fois venue ici sur ce plateau, sociophotographe. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Comment elle a apporté sa patte dans votre exposition? C'est toujours un regard extérieur qui vient, qui regarde nos photos, parce que quand on est entre nous, on est des fois indulgent. Là, c'est vraiment un regard neuf et tout, et elle a une sensibilité magnifique. C'est l'humain au cœur de son travail, toujours. Oui. Ouais. Et là, je me réjouis de la voir et de l'écouter dimanche pour parler de son travail, de ses projets qu'elle a actuellement, et où l'humain est vraiment au milieu, l'humain qui a souffert, l'humain qui n'ose peut-être plus montrer. Et là, elle fait en sorte que les gens aient envie de vivre, peut-être, et en tout cas de remarquer qu'ils peuvent être quand même beaux. Oui. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur à vous? Parce que on a parlé de vos univers. Petra, vous avez photographié ces paysages. Jean-Charles, vous dites que d'habitude, vous faites de la photographie animalière, photographier l'humain. Quand il y a un rapport aussi à prendre en photo, peut-être prendre l'âme de quelqu'un en image, est-ce que ça, vous avez encore un petit peu d'a priori à faire ça? D'appréhension, oui. Pourquoi? C'est pas évident d'aller voir quelqu'un puis de le prendre en photo. L'année prochaine, on connaît déjà le thème. Ça sera en principe, je pense qu'on peut le dire, photo de rue. Il y aura forcément des humains. Il y en a qui réagissent bien, d'autres pas. Il y a une approche à avoir. Et peut-être même que j'ai déjà deviné qui serait votre petit invité, Nadir Mogdad. C'est lui le photographe de rue par excellence de notre région. Ça, je ne sais pas du tout. On ne sait pas aller. Plus que nous. Je ne sais pas, mais s'il y a bien un photographe de la région qui photographie la rue à merveille dans notre région, c'est Nadir Mogdad qu'on salue ici. Merci beaucoup, Jean-Charles Petra, d'avoir été avec nous. Longue vie au Photoclub de Gland. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de suivre vos évolutions au travers des années. À la maison Courrèzy, ne ratez pas donc cette exposition, 28e déjà, sous la thématique du monochrome. À voir au théâtre de Grandchamp, enfin dans le complexe de Grandchamp, à Gland, à la salle des Colonnes. Merci. Merci à vous. Bonne route et salutations à tout le club. À la maison, un plaisir d'avoir été dans votre compagnie. On se retrouve à partir de la semaine prochaine. Très bon week-end à tous. Ciao, ciao.